Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves. Dans le cadre de la préparation à l'examen national de baccalauréat, je vous propose une séance de révision de cours consacrée au cours de la génétique des populations. Alors ce cours qui entre dans le programme qui constitue la quatrième unité du programme de sciences de la vie de la Terre pour la deuxième année de baccalauréat, section sciences expérimentales, option sciences de la vie de la Terre, et qui constitue aussi le deuxième chapitre de la deuxième unité dans le programme de sciences de la vie de la Terre pour la section sciences mathématiques, option sciences mathématiques A. Avant de commencer, je vous propose de revoir ensemble quels sont les objectifs que vous êtes censés de les atteindre par ce cours, à travers ce cours. Donc, premièrement, définir la notion de population et déterminer ses caractéristiques. Définir la notion du pôle génique d'une population, connaître et appliquer la loi d'équilibre de Hardy-Weinberg à une population théorique idéale, étudier les facteurs de variation de la population, à savoir les mutations, la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration à travers la mise en évidence de leurs influences sur la structure génétique et l'équilibre d'une population. Ces influences sont déduites à partir de la variation des fréquences d'allèles de génération en génération. Et ça à travers l'étude des documents. Déterminer les critères qui caractérisent une espèce et qui construisent aussi la notion d'espèce. Pour entamer la génétique de population, souvenez-vous qu'il vient après l'étude de la génétique mendélienne. Et comme vous le savez, donc, la génétique mendélienne s'intéresse à l'étude des croisements. Donc, ce sont des croisements qui sont contrôlés entre les parents, une femelle et un mâle, et on obtient un descendant avec des fréquences qui sont un quart, un demi, un quart. Les un quart pour les homozygotes et un demi pour l'hétérozygote. Alors que pour la génétique des populations, on s'intéresse à l'étude des populations. Les croisements se font de façon pas contrôlée, c'est le hasard ici, et plusieurs croisements se déroulent vu l'effectif élevé ici entre les mâles et les femelles, et dont on s'intéresse à l'étude des descendants, quelles sont les fréquences. Donc ici, c'est d'étudier les proportions des génotypes au sein d'un ensemble d'individus. Ici, de croisements non contrôlés, on parle de panmixie. Et c'est pour cela l'objectif de la génétique de population. Donc la génétique est une branche, c'est quoi? De la génétique qui étudie la distribution et les variations de fréquences des allèles et des génotypes au sein des populations d'êtres vivants soumis à des pressions évolutives variées. Elle a trois principaux objectifs. Premièrement, mesurer la variabilité génétique, appelée aussi diversité génétique, par la fréquence des différents allèles d'un même gène, comprendre comment la variabilité génétique se transmet d'une génération à l'autre ou à une autre, comprendre comment et pourquoi la variabilité génétique évolue au fil des générations. C'est-à-dire, on s'intéresse à l'étude qui sont les facteurs qui influencent sur la variation de la génétique des populations. Mais avant, c'est quoi une population? Comme vous voyez ici, une population, on a symbolisé, après l'exemple ici des oiseaux, pour symboliser ici, donc un ensemble d'individus délimité, il y a une limite ici, c'est une aire de répartition qui occupe une aire de répartition. Ces individus sont de sexes différents, des mâles et des femelles, et qui subit qu'il y a soit entrée d'individus, soit qu'il y a sortie d'individus, perte d'individus. Donc c'est un ensemble d'individus qui occupent le même milieu et qui partagent les mêmes caractères, la même morphologie. Ce sont des individus appartenant à la même espèce. Et ainsi, on définit la population comme étant un ensemble d'individus de la même espèce qui occupent le même milieu et qui peuvent se croiser entre eux. Et qui se croisent entre eux. Quelles sont les caractéristiques de cette population? Donc, on revient au même document.
Donc, les caractéristiques, comme vous voyez dans le document ici, donc il y a des entrées et des sorties. C'est une structure qu'on dit dynamique, entrée et perte d'individus. L'entrée par les naissances, par la migration vers l'extérieur, et il y a des pertes aussi par les décès et par la migration des individus vers cette population. Deuxième caractéristique aussi, la diversité génétique. Il y a une diversité génétique c'est l'ensemble de l'information génétique qui donne ses caractères. Quand on parle de l'information génétique, on parle ici des génotypes et des allèles qui constituent le pôle génique. On va s'intéresser à l'étude de la structure. C'est quoi la structure génétique? Donc, comme vous voyez ici, donc, la structure génétique de la population, je vous propose une population, P ici. On s'intéresse à l'étude des fréquences. Donc, lorsqu'on veut étudier la structure génétique, donc, on s'intéresse aux fréquences, aux phénotypes, aux génotypes et aux allèles. Les phénotypes ici, comment peut-on calculer la fréquence? C'est le nombre d'individus porteurs de ce phénotype, pardon, ici, c'est phénotype, sur le nombre total des individus. Si on veut étudier ici les fréquences phénotypiques, rappelez-vous bien, donc ici on a deux phénotypes, à savoir le phénotype grand A et le phénotype petit a. Pour le phénotype grand A, on le voit ici, chez ces individus. On compte ici un ensemble, il y a 9 individus parmi 11 qui est le total de cette population. Donc 9 sur 11, c'est la fréquence de phénotype grand A. Maintenant, petit a, ce sont ces deux phénotypes, ces deux individus ayant ce phénotype. Et donc, on note ici f petit a égale à 2 sur 11. Aussi, on s'intéresse à fréquence phénotypique, génotypique, pardon. Pour la fréquence génotypique, c'est le nombre d'individus porteurs de ce génotype sur le nombre total des individus. Quels sont les génotypes ici? Donc, on a pris l'exemple grand A, petit a. Donc, évidemment, il y a 3. Grand A, petit a et petit a. On symbolise ici la fréquence grand A, par grand D, dominant. La fréquence grand A, petit a, H, hétérozygote, et la fréquence petit a, récessif, grand R. Donc, F grand A, donc comment? On a ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 individus ont le génotype grand A. Et donc, on met ici 5 parmi 11, 5 sur 11. Même chose, grand A, petit a, on a ici 4. Donc, on met 4 sur 11. Qu'est-ce qu'il reste? Troisième génotype, c'est petit a. On met F petit a égale à 2 sur 11. Aussi, on s'intéresse à fréquence allélique. Quelles sont les fréquences alléliques ici? C'est comment peut-on calculer sur le nombre de cet allèle sur le nombre total des allèles. Combien d'allèles ici? On a 2. L'allèle grand A et l'allèle petit a. On symbolise toujours, on note pour l'allèle grand A, l'allèle dominant, par P, égale à la fréquence de grand A plus 1,5 la fréquence d'hétérozygote, c'est-à-dire D plus 1,5 H. Même chose pour la fréquence de l'allèle récessif Q, égale à la fréquence petit a. C'est la fréquence de homozygote plus 1,5 la fréquence de l'hétérozygote grand A petit a, c'est-à-dire R plus 1,5 H. Puisqu'on a seulement 2 allèles, donc la somme de deux fréquences de ces 2 allèles égale à 1. Pour ce cas ici, on a P égale à 7 sur 11 et Q égale à 2 sur 11 en utilisant, en exploitant ces résultats concernant la fréquence génotypique. Et maintenant, c'est l'ensemble de ces génotypes et des allèles. Qu'est-ce qu'ils constituent? Constituent ce qu'on appelle le pôle de gènes, au pôle génétique, ou on parle aussi de pôle génique. Par définition, c'est l'ensemble des gènes possédés en commun par les membres d'une population d'organismes sexuellement compatibles, c'est-à-dire l'ensemble de ces individus. Maintenant, comment on étudie cette population? On a vu qu'il est difficile. C'est pour cela les travaux de 2 chercheurs qui sont Hardy et Wimberg qui ont proposé une loi pour
étudié pour caractériser la population. Mais vu que la population qui est dynamique, n'est pas stable, difficile à contrôler, ils ont supposé travailler sur une population idéale. C'est une population idéale qui est théorique, pas réelle. Quels sont les critères de cette population? Elle doit être une population à effectivement infiniment grand, une population d'organismes diploïdes à reproduction sexuée. Les croisements sont aléatoires entre individus, ce qu'on appelle le système de pans mixés, se font au hasard, les croisements. Une population à génération non chevauchante, ça veut dire quoi? Aucun croisement entre individus de générations différentes ne se fait. Absence de flux dû aux migrations, il n'y a pas d'immigration, population génétiquement dit fermée. Absence de sélection naturelle, les individus ont la même capacité à se reproduire et donnent une descendance capable de survivre. Et absence de mutation et d'anomalies chromosomiques. Mais quel est l'énoncé? Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Vous voyez-vous, ce sont les principaux critères d'une population idéale théorique. Maintenant, la loi, qu'est-ce qu'il dit? C'est que les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes de la population restent toujours constantes dans une population idéale. Les fréquences génotypiques et alléliques restent constantes d'une génération à l'autre. Et on dit que la population est en équilibre. Elle est en équilibre. Et on les qualifie aussi, on dit qu'il y a, supposons pour un exemple de deux allèles grand A, petit a, pour les trois génotypes, grand A, une fréquence de P carré, grand A, petit a, fréquence de 2PQ, et petit a, fréquence de Q au carré. Maintenant, on va voir l'application de cette loi dans une population. Donc, pour cela, on entame le premier cas de gène autosomique, grand A, petit a. Considérons que les fréquences génotypiques grand A, petit a et petit a sont les mêmes chez les deux sexes. Donc, les fréquences de grand A est D, de grand A, petit a, c'est H, et petit a, c'est R. Avec la somme de ces trois fréquences, c'est égal à 1. Les fréquences des allèles à la génération G0, ils vont être comme suit. La fréquence de grand A, c'est P0. Pourquoi 0? Pour la génération 0, égale à D0 plus 1,5, la fréquence des hétérozygotes H0. La même chose pour la fréquence de l'allèle récessif petit a, égale, c'est qualifié Q0, égale à R0 plus H0 sur 2, avec la somme de P0 plus Q0. Maintenant, la fréquence des allèles à la génération G1, dans une population théorique idéale, les fréquences P0 et Q0 représentent les fréquences des gamètes qui portent successivement les allèles grand A et petit a. Et puisque les rencontres des gamètes se font au hasard, le système de pont mixé, donc on va faire le croisement. Donc le croisement entre ces deux allèles, vu que se font au hasard, donc les fréquences sont les suivantes, les fréquences des allèles, P0 pour A grand A, Q0 plus petit a, la même chose pour l'autre sexe, grand A, P0, et pour l'allèle récessif petit a, Q0. Et on obtient ces quatre fréquences ici, donc P0 carré pour grand A grand A petit a, P0 Q0 plus P0 Q0, ça veut dire ici la somme c'est 2 P0 Q0, et petit a Q0 au carré. Et on note dans les fréquences de génotype grand A égale à P0 carré D1, grand A petit a de P0 Q0 H1, et fréquence de petit a Q0 au carré c'est R1. Les fréquences de l'allèle grand A P1, on applique la formule D plus 1,5H. Donc ici, c'est D1 plus 1,5H1. Donc P0 carré plus 2P0 Q0 sur 2. Donc P0 carré plus P0 carré Q0. Donc on met en facteur P0 plus Q0 avec la somme P0 Q0 égale à 1. Et on aura F grand A égale à P1 qui est égal à P0. La même chose pour la fréquence de l'allèle petit a. Qu'est-ce qu'on voit? On applique Q1, on trouve que égale F petit a égale à Q1 égale à Q0. On voit clairement que les fréquences restent constantes d'une génération à une autre. C'est la loi de Hardy-Weinberg dans une population qui est idéale théorique. Maintenant, on va voir un exemple.
soit un échantillon aléatoire de 700 individus d'une population de poids constituée de deux variétés, l'une du phénotype dominant, fleur rouge, et l'autre phénotype récessif, fleur blanche. La répartition de deux variétés est représentée dans le tableau suivant, qui a donné C pour les fleurs blanches 63 et rouges 537. Et on s'intéresse au calcul de la fréquence. Les fréquences chez la population mère, grand R, donc on symbolise pour l'allèle dominant P et pour l'allèle récessif Q. Et on note pour les fréquences génotypiques, grand R P carré, grand R petit p de PQ et petit b Q carré. Les fréquences des génotypes, on applique la formule et on trouve c'est calcul de la fréquence de l'allèle, on trouve pour la fréquence de B égale à Q, égale à la racine carrée de Q carré. Donc pour calculer le Q, on le estime, vu que pour le génotype récessif, la fréquence phénotypique égale à la fréquence génotypique. Donc f petit b, c'est la même fréquence de petit b ici, 63 sur la somme qui est de 700. Et donc, égale à q carré égale à 0,09. Donc on déduit dans ce cas q. Toujours, c'est facilement, on peut le calculer. Q égale racine carrée de 0,09, c'est égal à 0,3. Et pour calculer P, on déduit à partir de l'utilisation de la formule P plus Q égale à 1. Donc P égale à 1 moins Q égale à 0,7. On veut calculer la fréquence des homozygotes. Il nous reste, en appliquant les formules P carré, 2PQ et Q carré, on arrive à calculer les fréquences. Maintenant, pour la génération G1, de la même façon, donc on met les gamètes dans les deux côtés avec les fréquences qu'on a trouvées, P07, Q03, la même chose, et on fait les croisements, on obtient ces fréquences P carré 0,49, RB 0,21, 0,21, donc 0,42, et pour la fréquence de petit p, petit b, c'est 0,09. Maintenant, pour un autre cas de codominance, on se demande comment vérifier les valeurs. C'est par un test de conformité. Comme vous voyez, un test de conformité qui permet de mettre en évidence est-ce qu'une population il est en équilibre ou non, est-ce que les valeurs sont les mêmes. Ce test se fait en plusieurs étapes. Donc, la première étape, échantillonnage d'une population, dénombrement des effectifs des génotypes, et on calcule P égale la fréquence grand A et Q égale la fréquence de petit a. Donc on calcule les fréquences alléliques. Puis on calcule les effectifs génotypiques en appliquant les formules P carré fois le total, grand N, pour le génotype hétérozygote de PQ fois grand N, et pour le monozygote récessif, Q carré fois N. Et après, on procède à une comparaison des effectifs observés et les effectifs attendus normalement théoriquement en appliquant la loi de Hardy-Weinberg. La comparaison, c'est ce qui est demandé par test appelé test Ki2, que vous le savez. Le test Ki2 égale l'ensemble des différences au carré de les effectifs observés, ce qui est trouvé dans la population expérimentalement, et théorique en appliquant les formules de Hardy-Weinberg sur l'effectif théorique. Et après la somme des effectifs de tous les génotypes de la valeur Ki2 comparée à une valeur seuil lue dans une table en fonction de deux paramètres. Donc, avec un risque d'erreur alpha, généralement il est de 5%, ça veut dire 0,05, et un nombre de degrés de liberté qui est égal à la différence entre le nombre de génotypes et le nombre d'allèles. Par exemple, lorsque le nombre de génotypes égale 3 et le nombre d'allèles égale à 2, donc 3 moins 2 égale à 1, donc on peut repérer dans la table, on fait l'intersection entre la colonne de 0,05 et la ligne de 1, DDL égale à 1, on obtient une valeur 3,841 par exemple, et on la compare cette valeur avec Ki2 calculé. Donc si Ki2 calculé est inférieur à Ki2 seuil, on conclut que la population suit la loi de Hardy-Weinberg. Donc, la population étudiée est en équilibre. Si Ki2 calculé est supérieur à Ki2 seuil, on conclut que la population ne suit pas la loi de Hardy-Weinberg. Je vous propose un exemple ici. Chez l'homme, le groupe sanguin MN est déterminé par un G met 2 allèles codominant.
ce qui permet d'attribuer un génotype de chaque individu. Et voyez-vous dans le tableau, on calcule les fréquences des allèles, donc les fréquences observées. On obtient les fréquences des allèles en appliquant les... Et après, on calcule les fréquences théoriques et on arrive à calculer les nombres théoriques. Après, on procède à une comparaison. On calcule le Ki2, on trouve 0,083 et la valeur seuil, il est lu sur la table. On trouve ici donc 3,84. On compare, on trouve que cette Ki2 qui est calculée, il est inférieur à la valeur seuil et donc on déduit que vraiment cette population suit la loi de Hardy-Weinberg. Maintenant, on passe au cas de gènes liés au sexe. Si on considère une population en équilibre de Hardy-Weinberg et que les fréquences allèles sont égales chez deux sexes, ici on note pour les symboles X grand A, X petit a, Y pour chez les mâles, chez les femelles. Donc, X grand A, c'est P, Q. Et on fait les croisements P carré, PQ, P. Ici, la même chose, X grand A, petit a, PQ, Q au carré. On note ici, en cas de maladie héréditaire, lorsque la maladie est récessive, on obtient, rappelez-vous, que le Q il est supérieur à Q carré. Les mâles sont plus touchés par la maladie que les femelles. Lorsque la maladie il est dominante, on trouve que les femelles sont les plus touchées. Donc, vous voyez ici, chez les femelles, les atteints P carré plus 2PQ, alors que ici seulement Q carré. Et on s'interroge, chers élèves, qu'est-ce que cette population, il est constante? Évidemment non. Cette population, il varie avec le temps. En passant d'un temps à un T plus delta T, on voit que la fréquence change. Ce changement, cette modification, il est par des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de variation d'évolution, qui sont les mutations, la sélection naturelle, la dérive génétique, la migration. Et on s'interroge comment ces facteurs influencent-ils sur la structure génétique de la population et par quel mécanisme. En commençant par les mutations. Donc les mutations sont des modifications brusques de l'information génétique et sont la cause de la variation allélique. Ce sont les mutations qui touchent l'ADN qui sont transmises vers les autres générations. On parle de mutations héréditaires. Donc, on distingue deux types de mutations. Les mutations qui sont ponctuelles, on dit aussi alléliques, qui touchent au niveau des allèles, donc au niveau de l'ADN. Voyez-vous ici, donc il y a plusieurs types. Le cas normal, pas de mutation. Soit qu'il y a une délétion d'un nucléotide, donc il y aura un décalage dans la lecture de l'ADN. Insertion aussi, il y aura un décalage et changement au niveau de la structure de la protéine. Soit substitution. Et dans le cas de substitution, on distingue trois cas ici. Une substitution qui donne une protéine, donc l'acide aminé ne change pas, thréonine reste thréonine. Et voyez-vous qu'il s'agit d'une mutation, on dit silencieuse, soit qu'il y a un changement de l'acide aminé, une mutation faux sens, soit que la mutation va donner, par exemple ici, UGA, c'est stop, c'est codon stop, et l'arrêt de la traduction, c'est une mutation non-sens. Et on note ici qu'il y a trois types de mutations, les mutations silencieuses, mutations non-sens et mutations faux sens. Quel est l'impact, quelle est l'influence de mutation sur la structure de la population? Voyez-vous ici, je vous propose un tableau qui montre l'exemple chez certains organismes, le taux de mutation ponctuel. On voit ici que le taux de mutation, ici, 2,5 10 puissance moins 9, la proportion de la mutation. Chez la bactérie Escherichia coli, 2 10 puissance moins 8, 2,9 10 puissance moins 4. Donc, voyez-vous que le taux, l'événement de la mutation, il est très rare. On note ici la fréquence de mutation est très faible et son influence sur la variation de la fréquence des allèles reste très faible. Mais son effet apparaît avec les générations, que cet effet, il apparaît clairement. Quel est l'impact de cette influence? Je vous propose de voir ce document ici. Donc, supposons ici une population, la fréquence grand A ICP 0,5, Q égale à 0,5. Mais suite à une mutation, voyez-vous ici grand A,
va se transformer en petit a suite à une mutation, muté en petit a. On voit ici qu'il y a changement de modification 0,45, 0,55. Il y a un changement et on note que les mutations ponctuelles constituent le mécanisme génétique pouvant créer de nouveaux allèles, participant ainsi à la diversité de pôles génétiques des populations. Souvenez-vous bien ça, donc il augmente la diversité génétique en donnant aussi des nouveaux allèles. Maintenant, voir les deuxièmes types de mutations, ce sont les mutations chromosomiques, comme vous voyez. Les mutations chromosomiques, on note ici soit modification de la structure des chromosomes, soit modification du nombre des chromosomes. La structure, soit il y a translocation, une partie qui passe d'un chromosome à un autre, duplication d'une partie, il y a une partie ici, on a deux, se duplique, délation, élimination ou inversion A, B, C, ici C, B, A. Soit il y a aussi modification de nombre de chromosomes, polyploïdé, on passe de 2 chromosomes à 4, aneuploïdé, ajout, addition d'un chromosome ici, où il y a élimination d'un chromosome. Donc ce sont des modifications de nombre ou de la structure des chromosomes affectant une partie d'un gène ou un gène en entier ou un chromosome. Ils peuvent entraîner une maladie génétique ou la mort. Maintenant, on passe à un deuxième type de facteur. Deuxième facteur, c'est la sélection naturelle. Par définition, c'est le trait effectué par les conditions de l'environnement en faveur des formes les plus aptes à survivre et à se reproduire. Les formes qui ne s'adaptent pas sont éliminées. Donc, souvenez-vous bien, la sélection naturelle constitue une adaptation, permet l'adaptation de l'être vivant, de l'individu, avec son milieu de vie. Et donc, il favorise certains allèles vis-à-vis d'autres. Donc, je vous pose ici l'exemple que vous avez étudié dans la classe, l'exemple de la phalène de Boulou, sélection naturelle. Ici, donc, deux régions, les régions qui sont polluées, qui sont obscures. Donc, les papillons qui sont clairs sont apparentes aux prédateurs et donc sont éliminés par rapport aux autres. Donc, la pollution colore les troncs noirs, les papillons blancs sont facilement repérés. Les formes noires se répandent de plus en plus dans la population au détriment en faveur de la forme blanche. Et donc, les papillons qui sont de couleur ne sont pas clairs, donc vont se reproduire et leur nombre va augmenter. Donc, comme vous voyez ici, l'impact au niveau des allèles. Voyez-vous ici, les papillons clairs, donc leurs allèles diminuent, les grands C, alors que l'allèle petit c des autres papillons, la forme noire, augmente en faveur. Donc, ici, voyez-vous, la sélection favorise ces papillons au détriment des autres. Et donc, on dit ici, la coloration de la phalène procède d'un déterminisme génétique monogénique et qui permet à l'adaptation de ces individus. Maintenant, on va voir les types de sélection. Quels sont les types de sélection? Ici, la courbe, la répartition de la population d'origine. Voyez-vous ici la couleur de fourrure. Soit qu'il y a élimination d'une extrémité, l'extrême gauche ici. Donc, on parle ici d'une sélection directionnelle qui favorise les phénotypes d'une seule extrémité, une sélection divergente qui élimine l'intermédiaire et qui favorise les deux extrêmes, et aussi on a une sélection stabilisante que vous voyez, qui élimine les extrêmes, c'est-à-dire les couleurs en extrême, et qui favorise l'intermédiaire de cette population. Maintenant, on passe, chers élèves, à un troisième facteur, ce qui est la dérive génétique. C'est quoi la dérive génétique? Elle consiste à une modification aléatoire de la fréquence des allèles d'une petite population au cours des générations. Elle est le résultat d'échantillonnage aléatoire des gamètes lors de la fécondation. Notez bien, échantillonnage aléatoire, un échantillon qui s'isole et qui subit une évolution pour donner une nouvelle population. L'exemple ici, on donne des lapins. Première génération, donc, un échantillon s'isole, 5 lapins se reproduisent. Voyez-vous que la fréquence change. On passe de PA, P0,5 à P 0,7. Puis, lorsque ces deux s'isolent et se reproduisent entre eux, ils donnent troisième génération
et on voit que P égale à 1, alors que la fréquence petit a égale à 0, et s'élimine. Quels sont les modèles qui expliquent ça? C'est par l'effet fondateur et par goulot d'étranglement. L'effet fondateur, un échantillon s'isole et qui subit une évolution, un très petit nombre d'individus qui migrent et s'isolent. Alors que le cas de goulot d'étranglement, la population s'isole, il y aura une réduction de la population et les individus obtenus évoluent en une nouvelle population. Ici, l'exemple, le cas des catastrophes, par exemple, lors d'incendies, par exemple, ce qui reste constitue une autre population, ce qu'on appelle une dérive génétique. Et on fait des simulations en commençant par une fréquence, comme vous voyez, et il y a l'évolution du nombre. On voit que ces fréquences évoluent en un sens, favorisant un allèle et en éliminant l'autre allèle. On dit que les fréquences alléliques fluctuent au cours des générations. Ces fluctuations sont d'autant plus marquées que les populations sont de petite taille, ce qui aboutit à la fixation de certains allèles et élimination d'autres. Maintenant, on passe à la quatrième facteur, la migration. C'est quoi par définition? La migration au flux génique correspond aux échanges d'individus d'allèles entre populations de même espèce géographiquement séparées. Quels sont les types de migration? Soit unidirectionnelle, soit la migration multidirectionnelle. Commençons par la migration unidirectionnelle. Donc, voyez-vous ce document, à partir d'une population de continents, donc un modèle continent-île, s'isole, donc 4 individus migrent vers une autre population qu'on appelle population d'île, et puis évoluent. Donc, le flux migratoire petit m correspond à la proportion de migrants qui arrivent dans la population résidente. Et on qualifie petit m égale à petit n sur grand N plus petit m. Et si on veut calculer les fréquences des allèles dans la population résidente qui reçoivent, donc ici P1 égale à 1 moins m, P0 plus MPN. Et notons bien qu'il évolue, finit par la structure des continuums. Maintenant, la migration multidirectionnelle, on distingue entre deux modèles. Modèle linéaire, la migration flux génique, il y a des échanges d'individus entre populations de même espèce qui sont géographiquement séparées et qui permet l'homogénéisation. Modèle insulaire, c'est il y a des îles et il y a des échanges qui se font entre les sous-populations. Qu'est-ce qu'il permet à la fin? Voyez-vous que les fréquences, par exemple de grand A, de ces 5 îles convergent vers une seule fréquence qui est moyenne ici de 0,5. Donc, selon ce modèle, une correspondance, différence de fréquence allélique diminue avec les générations. Et maintenant, on passe à la notion, à la dernière, c'est la notion de l'espèce. C'est quoi une espèce? Quels sont les critères qui définissent l'espèce? On cite les critères morphologiques, qui se basent sur la ressemblance du point de vue morphologique. L'exemple ici, on note Catharus, mais sont 3 espèces différentes. On voit qu'il est insuffisante pour caractériser une espèce, d'où la recherche d'autres critères. Critères génétiques, présence de gènes communs, critères biochimiques des molécules dans l'organisme, critères physiologiques dans le fonctionnement, par exemple le dégagement du CO2, l'hémoglobine, critères égologiques liés au milieu, et parmi les principaux critères, un critère important, c'est le critère d'interfécondité qui permet de caractériser l'espèce. Selon Ernest Mayr, une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans les conditions naturelles. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance et je vous remercie pour votre attention.